Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, pionnier de la télévision culturelle européenne. Vous êtes à l'origine du premier canal européen dans les médias. Vous en avez ensuite découvert un autre, un canal historique mais en Chine, et vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Jérôme Clément. Bonjour. Alors vous publiez La Chine de Mao à Xi Jinping aux éditions de l'Archipel, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est votre dernier livre, mais votre parcours est passionnant, et on va l'évoquer selon le principe des clés d'une vie, à travers des dates clés. Et ces dates clés, je les ai trouvées un peu partout, et la première que j'ai trouvée, c'est le 21 janvier 2009, la sortie de ce film. Tu regardais les infos aujourd'hui? Ok, toi. J'ai pas eu le temps. Plus tard, tu comprendras. Un film inspiré de vos jeunes années pendant la guerre et un film qui a été très important pour vous, Jérôme Clément. Oui, en fait, c'est plutôt un livre sur ma mère. En fait, c'est l'histoire de ma mère qui était juive russe. Et qui a eu à subir des persécutions pendant la guerre. Moi, je suis né après la guerre, mais ma mère a perdu ses parents, mes grands-parents, qui sont morts à Auschwitz en 1944. Et j'ai découvert cette histoire assez tardivement, après sa mort, parce que elle en parlait pratiquement jamais. Et ça m'a beaucoup... Évidemment, c'était effectivement un moment très important pour moi. Parce que j'ai découvert toute une partie de mon histoire, une histoire familiale, que je ne connaissais très, très mal. C'était une zone grise. Et j'en ai tiré un livre qui a ensuite été adapté au cinéma par Amos Gitaï. Exactement. Alors au départ, ce livre, c'est né justement de cette découverte. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans les familles, même ceux qui avaient subi le pire pendant la guerre n'en parlaient pas. C'était trop près. On n'était pas encore dans l'histoire. Oui. Et c'est vrai que vos grands-parents maternels ont été parmi les derniers à être arrêtés par la Gestapo. Oui, il s'était réfugié. Mon grand-père était fourreur, comme beaucoup de juifs russes, et il avait très bien réussi. Et il s'était très bien intégré à la société française. Il est parti se réfugier dans le Lot. Et ils ont été arrêtés dans le Lot, dans un petit village qui s'appelle Salviac. Et à la fin de la guerre, en avril 44, vous voyez, quelques mois avant la libération de Paris, et ils ont été ensuite emmenés à Drancy, de Drancy à Auschwitz, et ils ont été gazés en arrivant le 1er mai 1944. Et il se trouve qu'Auschwitz, finalement, dans les premières années de la guerre, on n'en parlait pas, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Et c'est quelqu'un qui s'est évadé d'Auschwitz, qui a fait une lettre qui est passée à Radio Londres en 43, et c'est comme ça qu'on a véritablement commencé à connaître les horreurs d'Auschwitz. Oui, alors moi j'en ai beaucoup discuté avec Claude Lanzmann, parce qu'il y avait eu l'affaire Karski. Yann Karski qui avait alerté Roosevelt, avait été à Londres voir Churchill et leur avait dit il se passe des choses horribles, etc. Mais il n'était pas toujours bien reçu parce que les gens ne le croyaient pas ou ne voulaient pas le savoir. Exactement. Et le pape aussi, d'ailleurs, avait été alerté et n'a rien voulu savoir. Il se trouve aussi que votre mère a échappé au pire grâce à des complicités. Elle ne l'a pas compris tout de suite, Jérôme Clément. C'est vrai que ma mère, sinon je ne serais pas là d'ailleurs, ma mère s'est cachée, elle était pharmacien, elle avait une pharmacie à Paris, rue du Cherche-Midi, là où je suis né d'ailleurs. Et pendant la guerre, au début ça s'est plutôt bien passé, et ensuite c'était plus compliqué. Et après l'arrestation de ses parents évidemment aussi. Donc elle s'est cachée, elle a été aidée par des gens du quartier, elle a aussi été dénoncée par d'autres. Enfin, vous voyez, c'était une époque très trouble pour ça. Mais elle a aussi été aidée par un médecin allemand dont elle ne savait pas qu'il était à la Reichswehr, mais qui l'a aidé qui la prévenait quand il y avait des rafles. Donc, l'histoire est compliquée, comme toujours. Alors, ce livre est sorti, plus tard tu comprendras, vous en avez fait un film et une seconde version où vous racontez l'histoire du film, car au départ, quand on vous propose ce film, vous pensez faire le scénario, et puis finalement, ce film va devenir tout à fait autre chose, Jérôme Clément. Oui, ça c'est la complication. En fait, quand j'ai écrit le livre, c'était sur le coup de l'émotion, et parce que j'avais besoin de rendre cette affaire publique, qui avait été un secret de famille, et je pouvais pas faire autrement que de l'écrire. Et après l'adaptation au cinéma, j'étais moyennement... C'est Serge Moetti qui m'a vraiment beaucoup convaincu de le faire. Et Amos Gitaï, qui est un grand réalisateur, s'en est emparé. Le problème, c'est que quand on s'empare d'un livre pour faire un film,
il vous échappe. Le sujet vous échappe. Et le scénario que j'avais coécrit avec Dan Frank, Amos voulait faire un peu autre chose, et donc il a fait son film, comme moi j'avais fait mon livre. Alors évidemment, il y a des points communs, et puis en plus c'était très, très bien joué. C'est Jeanne Moreau qui jouait ma mère, Hippolyte Girardot qui jouait mon rôle. Enfin, je pouvais pas me plaindre du tout de ça, mais c'était un peu autre chose, quoi. Et c'est toujours difficile pour un auteur de se voir dépossédé de sa propre histoire. Mais avoir Jeanne Moreau, quand même, c'était un événement. Oui, bien sûr, Jeanne Moreau. J'étais très lié avec Jeanne Moreau, et pour elle, il était évident que c'était elle. Alors même que c'était pas décidé, je me souviens très bien, parce que moi, je me disais, mais si c'est elle, on verra que elle, on verra plus ma mère. Donc je réfléchissais un peu. Et puis un jour, je la rencontre, elle me dit, bon, alors quand est-ce qu'on tourne? Exactement. Il faut savoir que, en revanche, vous n'aviez pas vu Jules et Jim adolescent parce que votre mère préférait les films d'action comme Quo Vadis et quelques autres, Jérôme Clément. Oui, c'est exact. On allait au cinéma, on allait au Pax, qui était rue de Sèvres, et on allait voir à l'époque tous les grands péplums, Quo Vadis, La Tunique, Victor Mature, les grands péplums romains, et moi j'adorais ça. Et bon, on n'allait pas tellement voir les films d'auteur, comme on dirait aujourd'hui. Et Jules et Jim est célèbre grâce à François Truffaut et grâce à la chanson de Serge Rezvani. Mais il se trouve cette chanson, donc il l'avait écrite puisqu'il était le voisin de Jeanne Moreau à la gare de Fresnay. François Truffaut n'en voulait pas, et un jour dans la voiture, elle fait entendre la chanson à Truffaut qui a dit, bon, banco, ça marche. Ça a été aussi un combat de Jeanne Moreau pour imposer cette chanson. Ben ça, je savais pas. Alors, il se trouve aussi que, bon, vous êtes né après la guerre, et le repère familial, c'était une pharmacie rue du Cherche-Midi, oui, Jérôme Clément. Absolument. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ma mère était pharmacien, elle a fait ses études de pharmacie, où elle a rencontré mon père, et mon grand-père, celui qui est mort à Auschwitz, son père, lui avait acheté une pharmacie en 38-39, quoi, au tout début de la guerre, au moment où ça commençait à aller mal. Et elle avait sa pharmacie, l'appartement était au-dessus, on communiquait par un escalier intérieur. Et moi, je suis né à une époque où il n'y avait pas beaucoup de maternité, c'était pas facile, et donc je suis né dans l'appartement. Au-dessus de la pharmacie. Et c'est vrai que cette pharmacie, j'y étais très, très attaché, et au quartier aussi. C'est celui de mon enfance. C'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était un quartier d'artisans d'art, d'antiquaires. C'était pas le quartier chic que c'est maintenant. Et un quartier familial et populaire, avec des tas. Vous jouiez avec les gens du quartier, avec les enfants du quartier, sans le moindre problème. Oui, bien sûr. Moi, j'allais. Je faisais très bien. J'allais au lycée Montaigne, près du Luxembourg, donc on n'a pas à se plaindre du tout de ce que j'ai vécu après. Mais ce qui est très curieux, c'est ce silence, c'est-à-dire qu'on parlait jamais de ce qui s'était passé pendant la guerre. Je savais même pas ce que c'était. Je connaissais pas, quoi. Je savais qu'elle était russe parce qu'elle parlait russe avec mes grands-tantes qui n'avaient pas été prises pendant la guerre, et donc je croyais que j'avais des grands-parents russes, mais je savais pas du tout la judaïté. Je savais pas, quoi. Surtout qu'en plus vous avez été baptisé catholique à la demande de vos grands-parents paternels. Oui, bien sûr. Oui, c'était toujours le sujet, parce que il y avait un blocage avant la guerre quand mes parents sont mariés. Ma grand-mère paternelle avait une forte personnalité, et elle était d'origine bretonne, catholique, et pour elle, ça l'embêtait que son fils soit pas marié avec une catholique, et c'était pas vraiment de l'antisémitisme. Enfin, elle voulait que les enfants soient catholiques. Voilà, et je crois que c'était dans le contrat de mariage que quand ils auraient des enfants, donc ma sœur et moi, Catherine, Clément, qui était baptisé avant la guerre, et moi après, on a tous les deux été à l'église catholique. Et donc j'étais un petit enfant catholique pratiquant. Au début, j'étais très très croyant. Oui, et en même temps qui travaillait bien à l'école, et je crois que votre grand-père paternel était très important, vous a donné le goût du travail, Jérôme Clément. Mon grand-père paternel s'était fait tout seul. C'était un boursier de la Troisième République, et il avait réussi par lui-même. Il était devenu chimiste, ingénieur chimiste. Il avait fait des découvertes. Il avait créé une entreprise, et il considérait que c'était par soi-même qu'on devait réussir. Donc toutes les trimestres, on allait lui montrer notre bulletin, mes deux cousins et moi. Quand je dis nous, c'est mes deux cousins et moi qui ont à peu près mon âge. Et quand on était premier, on avait une petite récompense, 50 francs. Quand on était deuxième, on avait 30 francs. Troisième, 20 francs. Et puis ensuite, on avait un coup de pied aux fesses. Et vous avez découvert aussi la culture grâce à votre mère qui allait beaucoup dans les musées. Tout de suite, ça vous a marqué, Jérôme Clément. Oui. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui s'intéressait à l'art, qui m'emmenait au musée, qui aimait bien acheter aussi des tableaux.
et ça m'a vraiment ouvert l'esprit tout de suite, très jeune. Et puis la musique aussi. Donc j'ai vraiment. Et puis on n'est pas à la télévision, donc je lisais beaucoup. Donc j'ai été élevé. C'était pas un métier, puisqu'elle était pharmacien, mais ça l'intéressait, elle était cultivée, et j'ai eu la chance d'être cultivé grâce à elle. Oui, et en même temps, c'est quelque chose qui vous plaisait. Le piano vous plaisait pas au début, c'est venu ensuite. Le piano, c'est ingrat, quoi, au début. Il faut vraiment se donner du mal, quoi. À 5 ans, j'étais au piano. Bon, alors, faire apprendre le solfège. Après, j'ai pas regretté, parce que ça permet de lire et de comprendre la musique différemment. Donc, j'avais un peu de mal avec le piano. Mais malgré tout, ça m'a donné le goût de la musique. Et après, on se rend compte que les parents ont bien fait de nous forcer un peu, ce qui a été mon cas. Et à l'époque, vous n'aviez pas une envie particulière d'un métier, Jérôme Clément? Pas du tout, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je lisais beaucoup. Donc, j'aimais bien la littérature. J'aimais beaucoup l'histoire. Donc, avec mon grand-père paternel, on parlait d'histoire aussi. Et je pense que je me suis orienté comme ça, progressivement, plutôt vers les littéraires, quoi. Comme on disait, il y avait les littéraires et les scientifiques. Moi, j'étais plutôt du côté des littéraires, alors que la famille de mon père était plutôt des scientifiques. Voilà. Et résultat, ça a donné un parcours qu'on va évoquer à travers une autre date importante dans votre vie, le 8 juin 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Clément. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jérôme Clément. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau livre, La Chine de Mao à Xi Jinping, aux éditions de l'Archipel. Un double voyage en Chine qui est assez étonnant. Et on revient à votre parcours à travers la date du 8 juin 1974. Ce jour-là, un secrétariat d'État à la culture est désigné et nommé par le gouvernement. Et vous allez reconnaître cette voix. Michel Guy qui a été votre premier patron au ministère de la Culture, qui avait lancé une politique des chartes culturelles pour développer la collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Et vous arrivez au ministère de la Culture comme chargé de mission auprès du directeur de l'architecture. C'est votre premier travail. Oui, absolument. C'était un petit peu avant, parce qu'en fait, je suis arrivé sous Duhamel, qui était ministre de la Culture quand je suis arrivé. Mais après, j'ai beaucoup apprécié Michel Guy. C'est étonnant, parce que on n'avait rien au départ en commun, mais on s'est retrouvés parce que il aimait bien parler avec moi. Et je lui apprenais, parce qu'à l'époque, j'étais devenu, après l'architecture, je me suis occupé du budget, il connaissait rien du tout, et donc il me demandait de lui donner des cours. Et ça l'amusait, parce que moi j'étais plutôt à gauche, lui plutôt à droite, et était giscardien, était nommé par Giscard, et ça l'amusait beaucoup, et on est devenus amis, en fait, on est devenus amis. Alors, c'est drôle. Si vous êtes arrivé là, c'est qu'au départ, vous ne saviez pas quoi faire, vous faites des études en droit et en lettres, vous êtes les Sciences Po, et vous arrivez à l'ENA. Oui, c'est un gros parcours, ça. Oui, mais vous savez, les choses s'enchaînent presque naturellement. C'est-à-dire que quand on réussit à peu près ses études, moi, très vite, j'ai compris que c'était plutôt, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect littéraire. Donc, j'ai fait des lettres, j'ai fait du droit, puis Sciences Po, parce que il fallait compléter, puis c'était bien. Et à Sciences Po, comme ça marchait bien, on m'a dit, faut que tu te présentes à l'ENA. Mais je savais pas ce que c'était, j'étais pas du tout mon milieu. Et c'est grâce à mes professeurs que j'ai eu à l'époque, mes chargés de cours, qui m'ont dit, faut se préparer, vous préparez l'ENA. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, et puis j'ai pas été reçu le premier coup, mais après j'ai été reçu, et je me suis retrouvé, entre-temps j'avais vu un certain nombre de gens qui avaient compté pour moi, qui m'avaient expliqué ce que c'était que l'État, ce que c'était que l'ENA, qu'est-ce que c'était que le service public, toutes ces choses que je connaissais pas, mais qui m'ont plu. Voilà, l'intérêt général, ça me plaisait. Et puis c'était à l'époque, c'était bien de faire ça. Donc j'ai fait ça parce que il n'était pas question de pas réussir. À la fois par ma mère, à cause du fait que elle était immigrée, fils d'immigrés, et que pour elle c'était très important que l'insertion se fasse. Et aussi à cause de mon grand-père paternel qui ne pouvait pas admettre que ses petits-fils ne réussissent pas comme il lui avait réussi. Donc j'étais porté, et puis ma sœur avait très bien réussi aussi. Alors j'étais porté par ce mouvement, et donc je me suis retrouvé à l'ENA. Catherine Clément, votre sœur, qui a notamment travaillé avec Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan, et qui s'est occupée du musée Branly, du musée du Quai Branly aujourd'hui. Oui, alors elle est philosophe, elle est écrivain, et elle prépare d'ailleurs un livre en ce moment sur Lévi-Strauss, qui sera son 3e ou 4e. Elle continue dans cette voie.
On la recevra dans les Clés d'une vie parce qu'elle aura des choses à raconter. Alors, vous vous retrouvez effectivement au ministère de la Culture, qui est un secrétariat d'État à l'époque, ça n'intéresse plus personne. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Par goût. À la fin de l'École nationale d'administration, on choisit son ministère. J'étais relativement bien classé, donc j'aurais pu aller ailleurs, mais j'ai dit non, moi ce qui m'intéresse c'est la culture. Et j'ai choisi d'aller au ministère de la Culture. Et c'est comme ça que je suis arrivé là, par vraiment... par vocation, disons, par affinité. Et en même temps, vous arrivez à un moment, Jérôme Clément, où l'architecture est en pleine évolution, il y a un mouvement, il y a un changement, elle devient une expression de la culture, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et j'adorais ça. Moi, j'adorais les monuments, j'adorais l'architecture, j'aimais beaucoup aussi le patrimoine. J'ai contribué à la création j'étais d'ailleurs chargé avec d'autres de créer la direction du patrimoine. Ça m'intéressait et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à connaître et à travailler avec des architectes en chef des monuments historiques, mais pas seulement, avec d'autres qui sont devenus des amis et qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Oui, et c'est vrai que vous avez été nommé ensuite sous-directeur à la direction du patrimoine du ministère de la Culture. Et là aussi, le patrimoine, c'était quelque chose qui n'intéressait personne. Moi, je me souviens du pavillon Baltard. Roland Nagesser en a sauvé un à Nogent, mais le reste, ça a été détruit. C'est un exemple parmi d'autres. Oui. L'époque de Pompidou a été sévère pour ça, parce que lui, il était dans une période où on construisait. Et cette période-là aussi, où Chirac était maire de Paris, n'était pas terrible, parce qu'ils ont détruit les pavillons Baltard, ils ont fait toute la rive gauche sur la Seine, là, qui est quand même pas terrible, en face de la maison de la radio, donc tout ce quartier. Enfin, ça a été. Il y a eu une époque où on n'a pas trouvé l'équilibre qu'on cherche à trouver maintenant entre le patrimoine et la création. Et le patrimoine vous passionnait dès le départ ? Non, j'y suis venu. Ça m'intéressait à cause de l'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire et je trouvais que c'était des témoignages de l'histoire qui me plaisaient. Et puis j'ai toujours aimé. Comme beaucoup d'enfants, les rois, l'histoire de Versailles, tout ça me plaisait, quoi. Mais il y avait des choses à sauver quand vous êtes arrivé à la direction du patrimoine. Bien sûr. Bien sûr, il y avait aussi un vrai travail. Moi, je me suis occupé des villes moyennes. Je faisais partie du groupe opérationnel des villes moyennes. Et on allait à Saint-Omer, on allait dans des tas de villes à Manosque, on allait à Saintes, on allait dans des villes qui n'étaient pas très grandes. Et j'étais le responsable culturel de ce petit groupe. C'est-à-dire que je devais trouver à chaque fois une activité et des actions. Et l'État et la ville passaient une charte. C'est Michel Guy qui a mis ça en place. Et dans cette charte, on essayait de trouver des équilibres, justement, pour développer la ville sur le plan culturel, sur le plan architectural et faire en sorte qu'il fasse bon y vivre. Alors, vous changez totalement de genre puisqu'en 1980, Jérôme Clément, vous vous retrouvez à l'ambassade de France en Égypte. Ça n'a rien à voir. Non. J'en avais un peu assez, j'avais envie de changer. C'est une époque où on est quand même très, très curieux, très mobile. Et je trouvais que j'avais fait un peu le tour. Et j'ai eu une opportunité de partir au Caire par un ami qui était au cabinet de François Poncet, Philippe Faure, qui m'a appelé un jour en me disant: écoute, voilà, je devais partir là-bas, mais je pars pas, est-ce que ça t'intéresse? Je dis: oui, ça m'intéresse. Bon, écoute, si tu veux, ça marche. Et ça s'est fait comme ça. Et je suis parti au Caire. Et vous êtes devenu conseiller culturel et scientifique. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une ambassade comme conseiller culturel? On fait beaucoup de choses. D'abord, c'est un gros poste, c'est-à-dire qu'il y a des instituts, donc il faut faire tourner des instituts français. Et puis il y a tout ce qui est archéologie, qui est très important évidemment en Égypte. J'ai découvert l'archéologie, ça m'a passionné. Et puis il faut imposer une présence française culturelle, et on avait fort à faire parce que les Américains étaient là. Et c'est là aussi que j'ai appris beaucoup de choses, en particulier sur le cinéma. Parce que j'ai compris très vite que ce qui était important en Égypte pour l'influence américaine, c'était Dallas, les séries américaines. Dallas, la première dont on parlait beaucoup. Donc je me suis dit, faut diffuser des films français à la télévision égyptienne. Et donc, sans autorisation, un peu en pirate, j'ai été chercher des films par le relais du Liban, d'ailleurs, qui m'envoyait des bobines qu'on allait chercher à l'aéroport et qu'on portait directement à la télévision. Et j'avais obtenu qu'il y ait une soirée française de films français à la télévision égyptienne. J'étais très fier et très content. À l'époque, je crois qu'il y avait 7000 Français en Égypte. Et il ne faut pas oublier que Dalida, quand elle s'appelle Yolanda, a eu envie de faire du spectacle parce qu'elle a vu tous les grands films américains au Caire quand elle était enfant. Oui, bien sûr.
Les Américains étaient très, très, très présents. Mais les Français comptaient quand même pas mal. Il y avait les écoles françaises, ça je m'en occupais aussi. Il y a beaucoup d'écoles religieuses françaises au Caire. Le français était quand même pas mal parlé encore, surtout à Alexandrie. Enfin, il y avait de vraies raisons d'avoir une action culturelle importante. L'école, l'archéologie, et puis toutes les techniques modernes de communication, puis pas seulement. Voilà, il fallait faire venir du monde, il fallait organiser des conférences. Enfin, j'avais du boulot. Voilà. En même temps, c'était un terrain vierge qu'il fallait complètement débroussailler, puisqu'il y a eu quelques Français qui étaient venus, mais personne n'avait développé les choses comme vous l'avez fait à l'époque. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé entreprendre et être un peu audacieux sur certains sujets. Et je m'entendais très bien avec mon ambassadeur qui était un homme formidable, Andréani, et qui me donnait un peu carte blanche. Alors donc à partir de ce moment-là, je pouvais y aller, quoi. Donc moi j'entretenais. C'était à cette époque que je me suis lié avec Youssef Chahine aussi, oui. qui est un grand cinéaste, Yousri Nasrallah, et vraiment j'ai découvert une autre culture. J'ai découvert le monde arabe que je connaissais pas, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment plu. L'Égypte m'a énormément plu. Oui, et les Égyptiens étaient très très forts parce que ils ont réussi il y a très longtemps à calculer la surface d'un disque sans connaître le nombre pi, avec une erreur de 0,6%. Ils pouvaient calculer les volumes de pyramides et de cylindres à l'aide d'une sphère. On a oublié tout ça. Oui, ça fait quand même 5000 ans. Oui, mais il fallait le faire il y a 5000 ans. Oui, c'est fort. Oui. Bon, ils ont été remarquables. La construction des pyramides, c'est quand même un exploit inouï, quoi. Puis quand on va à Luxor, quand on voit la vallée des rois, la vallée des reines, sur le plan artistique aussi, enfin, c'est d'une richesse inouïe, quoi. On s'en lasse pas. Vous avez construit d'autres choses et on va l'évoquer à travers une autre date, le 27 février 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Clément. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jérôme Clément. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau livre, La chaîne de Mao Xi Jinping, qui est le récit de 2 voyages en Chine que vous avez effectués. C'est aux éditions de l'Archipel. Et on revient à une date importante, le 27 février 1986. Écoutez ce générique. C'est la naissance de la 7, future Arte. Ça vous dit forcément quelque chose. Bien sûr. C'est 20 ans de votre vie, une nouvelle chaîne de télévision dont le projet est né dans un avion quand vous reveniez de Nice, je crois. Oui, en fait, entre-temps, vous avez passé quelques étapes, oui. Bien sûr. Mais on va y revenir, justement. Oui, voilà. Mais c'est vrai que j'étais à l'époque donc directeur général du Centre du cinéma, et je rentrais en fait, c'était de Venise. Je rentrais de Venise avec Jacques Lang et Daniel Toscan du Plantier, et dans l'avion, on bavardait, et Jacques Lang me dit moi je cherche quelqu'un pour diriger la 7, on voudrait créer une chaîne culturelle. Alors je connaissais le projet, bien sûr, il existait depuis 1 an ou 2, mais il était tout à fait balbutiant, et je leur ai dit moi ça m'intéresse. Alors ils m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant mais t'es complètement fou, tu diriges un gros organisme, le CNC, la 7 ça n'existe pas, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Non, enfin au départ ils n'étaient pas enthousiastes. Enfin, Toscan lui il trouvait que c'était un très beau projet, ça l'intéressait beaucoup. Mais Lang, ça l'embêtait que je m'en aille, et puis moi j'avais envie de faire autre chose, quoi. Exactement comme quand je suis parti en Égypte, au bout d'un moment j'avais envie de bouger. Alors justement, quand vous êtes parti en Égypte, vous êtes revenu, c'est l'époque où François Mitterrand a été élu, et vous êtes retrouvé dans le cabinet de Pierre Mauroy, Premier ministre. Exactement. Alors, en 81, je me retrouve conseiller de Pierre Mauroy pour la culture, la communication et les relations culturelles internationales, puisque je revenais d'Égypte, donc je connaissais un peu le sujet. Et là, c'était des années évidemment très passionnantes où énormément de choses ont été faites pour la culture, comme chacun sait. Le doublement des crédits du ministère, le prix unique du livre, enfin bref, les grands travaux, le Louvre, bref, tout ça. Et j'ai été mêlé à tout ça avec un pouvoir, la création de la haute autorité. C'était moi qui coordonnais les travaux pour aboutir à ce qui est devenu l'Arcom aujourd'hui. Oui. Donc j'avais de quoi faire, et ça m'a passionné. Et vous avez connu Jacques Lang qui est arrivé et qui a bouleversé le ministère. Oui. Il y a une chose qu'on... Je le connaissais avant, je le connaissais depuis qu'il était quand il a fait son festival de théâtre à Nancy. Oui, et en fait, il a créé une troupe de théâtre universitaire à Nancy au départ en 58, et il a joué le rôle de Caligula, et il s'est ensuite inscrit au Conservatoire de l'art dramatique de Nancy parce qu'il avait un défaut d'élocution qu'il a maîtrisé. Mais ça, je ne savais pas qu'il avait joué Caligula, je ne connaissais pas cette histoire. Donc il arrive au ministère de la Culture, et pendant des années, effectivement, vous avez pratiqué
pratiquement travaillé ensemble. Oui, il m'avait proposé d'être son directeur de cabinet d'ailleurs, mais moi je préférais être à Matignon avec Pierre Mauroy, mais on a travaillé ensemble tout le temps, enfin on travaillait tout le temps ensemble bien sûr, avec François Mitterrand aussi, parce que lui il s'intéressait passionnément à la culture, et Pierre Mauroy pour d'autres raisons aussi d'ailleurs. Et donc j'étais au cœur d'un projet qui me passionnait, qui m'intéressait énormément. Et puis donc vous évoluez encore puisque vous arrivez à la tête du Centre national de la cinématographie, le CNC, en 84. Alors je crois qu'il a été ébauché en 36, mais il a vraiment commencé après la guerre, et c'est vraiment quelque chose qui était là pour aider le cinéma. Oui, alors le Centre national du cinéma, c'est une réussite totale française, c'est-à-dire que c'est un système très vertueux puisqu'on prélève de l'argent sur les tickets de cinéma, et avec cet argent, on aide la production, la diffusion, voilà. Et moi, je suis arrivé à un moment après Matignon, parce que après 3 ans à Matignon, on est quand même essoré, donc j'avais envie de sortir un peu de cette marmite, et le poste était libre, on me l'a proposé, je l'ai accepté. C'est une époque où les télévisions privées se développaient, et donc les entrées en salle se cassaient la figure de façon terrible, quoi. On était tombé à 120 millions de spectateurs alors qu'il y en avait 300. Donc c'était très difficile, il fallait inventer autre chose. Et on a inventé à ce moment-là la taxe sur les télévisions privées, c'est-à-dire un pourcentage sur les chiffres d'affaires, puisque les télévisions privées diffusaient beaucoup de films, il fallait qu'il y ait un retour, qui fonde encore le système actuel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les plateformes. Il va y avoir un accord récemment avec Disney, Amazon, enfin toutes ces plateformes contribuent à la production parce qu'elles consomment du cinéma. Et donc c'est ce virage-là que j'ai aidé à prendre, et puis j'ai créé la Fémis qui existe. Il y avait l'IDEC qui était un peu moribond, les Sofica, enfin tous les systèmes de financement du cinéma, la chronologie des médias. Donc les relations entre la télévision et le cinéma ont été mis en place effectivement quand j'étais patron du CNC. Et ça, c'était une époque très très passionnante qui m'a alors là fait plonger complètement dans le milieu cinématographique et audiovisuel. Donc là, j'ai changé de secteur, quoi. Vous ne le connaissiez pas vraiment? Je le connaissais un peu parce que d'abord ça m'intéressait personnellement, puis à Matignon j'avais été chargé de ces sujets, donc, parmi beaucoup d'autres. Donc c'était un secteur qui m'intéressait, et j'ai eu la possibilité d'en être responsable, donc ça a été très très passionnant. Et si vous êtes arrivé à une télévision culturelle aussi, Jérôme Clément, c'est parce que vous étiez contre Silvio Berlusconi et la chaîne Payette qu'il avait créée, et qui s'est cassé la figure. Oui, alors ça, on était tout à fait opposés à ça. Moi, je me souviens parce que c'était pas facile, parce que moi, j'étais patron d'un organisme public, le CNC, et François Mitterrand s'était lancé dans cette histoire avec Berlusconi pour faire une chaîne, la 5e chaîne à l'époque. Et je trouvais ça vraiment absurde, que je n'étais pas du tout d'accord. Donc je l'avais dit. Jacques Lang était comme moi, d'ailleurs, il était contre aussi. Donc on avait dit ce qu'on pensait, mais enfin bon, c'est pas nous qui décidions. Donc voilà. Mais après, comme ça s'est mal passé, et cette télévision culturelle, le projet d'études a été confié à Georges Duby et à Pierre Desgroupes, qui était très connu dans la télévision. Oui, Pierre Desgroupes qui a été avec Pierre Dumayet, le créateur de Lecture pour tous, la première émission de télévision littéraire, et Georges Duby, qui est aussi un écrivain philosophe, qui a la particularité d'être un des rares historiens à être publié dans la Pléiade. Voilà, Georges Duby est un grand historien, et c'est eux qui ont été chargés de faire le rapport. Et après est née la 7, effectivement. Parce que la télévision scolaire, la culture à la télévision, ça existait à peine. Moi, je me souviens, dans les années 60, on apprenait l'anglais avec la télévision scolaire, ce qui était rébarbatif, avec Walter et Connie, qui était un couple anglais qui apprenait aux enfants la langue de Shakespeare. Oui, c'est ça. C'était les ancêtres. Donc, il fallait faire autre chose. Et vous êtes... alors, ça n'a pas été simple, parce qu'il fallait, au départ, travailler avec les Allemands, ce qui a surpris tout le monde, y compris les Allemands, Jérôme Clément. Oui, alors ça c'est un peu plus tard, en 89, qu'il y a eu un sommet entre François Mitterrand et Helmut Kohl, et ils ont décidé de faire une chaîne de télévision ensemble. Et franchement, là, moi, j'étais pas du tout parti pour ça. On voulait faire une chaîne culturelle européenne, mais avec les Anglais peut-être au départ. Oui, c'était plus avec les Anglais qu'avec d'autres. Enfin, c'est compliqué de travailler avec les Anglais. Hein. Les Anglais, ils sont insulaires, comme on le sait. Et donc là, quand François Mitterrand est revenu de Munich, ils ont dit bon, on va faire une chaîne avec les Allemands. Alors on se regardait tous en disant mais bon, quoi, comment on va faire, etc. Bon, on m'a dit bah écoutez, ce serait bien, il va falloir négocier. Donc j'ai été chargé avec d'autres de négocier avec les Allemands ce projet qui avait été décidé
par François Mitterrand et Helmut Kohl de façon politique, très volontaire, sans même d'ailleurs qu'on ait vraiment étudié le sujet, un petit peu comme ça, mais pas vraiment. Et voilà. Et donc, il y a eu une négociation qui a duré 2 ans. 2 ans durant lesquels on a négocié les termes du contrat qui rapprocherait les télévisions allemandes d'un côté et la France de l'autre. C'est pas le même système de part et d'autre, mais qui aboutit à la création d'une chaîne culturelle européenne, comme on l'appelait, la CCE. Un nom horrible auquel on a finalement trouvé un autre nom, Arte. Arte, d'ailleurs, qui signifie quelque chose, on l'oublie toujours. Association relative à la télévision européenne. Voilà, et on ne le dit jamais. Je le dis jamais. Les Allemands étaient... C'est un Allemand qui a trouvé le nom, c'est pas moi. Les Allemands ne croyaient pas non plus à ce projet au départ, ils étaient très, très réservés. Oui, alors il y avait plusieurs problèmes. D'abord, c'était une compétence des Länder, c'était pas une compétence fédérale. Et Kohl avait décidé par-dessus la tête des Länder. Donc ça leur plaisait pas du tout. Et puis, ils voyaient que ça allait leur coûter un peu d'argent et ils préféraient le mettre dans la télévision allemande. Donc, il y avait un grand scepticisme. Mais il y avait en même temps une volonté européenne et une volonté de rapprocher avec la France. Donc, la volonté politique, c'est là où on voit que quand il y a une volonté politique, il y a un chemin. Et là, la volonté politique était très forte. Et elle a tout emporté, et tout le monde s'est aligné. Et le déclic, ce qui s'est passé, c'est les célébrations de la fin de la guerre mondiale. Oui, parce qu'on a démarré les émissions en 92. Donc moi, j'ai été chargé de monter le projet, ce qui n'a pas été simple, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est arrivé, les premières émissions ont démarré en 92. En mai 92. Et 92, c'était 50 ans après 42. Donc, on était en plein dans la guerre. Donc, on a fait beaucoup d'émissions sur cette période, ce qu'on nous a reproché parfois en disant oui, c'est la télévision qui est de l'expiation, etc. Mais non, d'abord, il fallait qu'on se connaisse mieux. Et c'était très important de revisiter l'histoire ensemble. Alors, Arte a démarré, et effectivement, c'était une aventure qui a duré 20 ans, qui vous a fait voyager, qui vous a occupé pendant plus de 20 ans. Je suis resté 22 ans. 22 ans. Évidemment, au départ, franchement, on savait pas. Toujours après, on dit, bah oui, c'est bien, mais moi, je me disais, si on tient 6 mois, ça sera bien, parce que on était sous le coup de critiques terribles, quoi. Donc c'était dur. Au début, personne n'y croyait. Ça va coûter trop cher. C'est un ghetto. L'État se mêle de la culture, et puis l'argent ferait mieux d'être distribué ailleurs. Enfin, bref, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais je me suis accroché et peu à peu, ça a marché. Et en fait, quand je voyais que ça marchait, j'avais envie que ça marche mieux. Il faut du temps pour installer les choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc je suis resté. Et puis les Allemands me soutenaient beaucoup. Au-delà des vicissitudes de la politique française, qui ont été compliquées aussi dans toutes ces années. Et donc je suis resté, et finalement je suis resté, j'avais 22 ans. Et il y a une chose qui a beaucoup marqué une génération, ce sont les moutons le soir à la fin des émissions d'Arte, Jérôme Clément. Oui. Alors ça, c'est André Harris et Hélène Guettari qui avaient beaucoup d'idées, et c'était très très intéressant d'avoir cette originalité dans la présentation, dans les images. Il y avait les demoiselles libellules, il y avait les moutons à la fin des émissions, et tout le monde se disait maintenant allons-nous nous coucher. Donc on voyait des moutons sauter, et ces moutons sautaient entraînaient le téléspectateur vers un doux sommeil. Compter les moutons, j'ai cherché un peu d'où ça vient. Apparemment, ce serait un système de comptage ancien utilisé par les bergers en Grande-Bretagne. On comptait les moutons en utilisant des anciens mots d'origine celtique, et on transmettait les contes pour enfants de la même manière. Et c'est pour ça que les enfants aussi s'endorment avec des récits, qu'on compte les moutons pour s'endormir. Écoutez, vous m'apprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, finalement, vous avez continué à travailler dans cet univers. Même aujourd'hui, vous présidez des festivals. La culture continue à être votre domaine de prédilection. Oui, c'est vrai. J'ai passé ma vie à me battre pour la culture, parce que je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire, je vois pas un monde dans lequel on n'aurait pas un contact avec la beauté, avec la poésie, avec la musique, la peinture, enfin tout ce qui élève un peu l'âme, enfin permet de sortir des questions matérielles. Et ça pour moi, c'est essentiel. C'est devenu, ça m'a toujours attiré. Ensuite, je l'ai pratiqué professionnellement toute ma vie, et j'ai toujours essayé de faire partager cette passion, ces émotions aussi, ensemble. Et
Et j'ai pas pu m'arrêter, quoi. Mais c'est un combat de plus en plus difficile, Jérôme Clément. Oui, aujourd'hui, c'est un combat difficile. On vit une période quand même très dure sur le plan international, chacun le sait. La montée du populisme est terrible parce qu'elle détruit les valeurs fondamentales de l'humanisme. Et je pense que la culture est malmenée en ce moment. Et moi, ça me rend très triste de voir que il y a comme ça des suppressions de crédits, comme j'en ai vu récemment dans les Pays de la Loire. Je m'occupe d'un festival Premier Plan à Angers, qui a vu sa subvention supprimée du jour au lendemain par la présidente de la région. Et voilà, c'est des vrais problèmes, quoi. Ça montre que le combat est jamais fini. C'est-à-dire que on croit qu'on a gagné. Moi, j'ai vraiment cru qu'avec Arte, puis qu'avec toute l'évolution européenne, on avait à la fois construit l'Europe et développé la culture. Mais on voit que c'est jamais fini, quoi. L'histoire est terrible pour ça. Elle nous apprend que les combats sont toujours devant soi. Voilà. Et des combats vous en menez, et des livres vous en écrivez, et on va évoquer le nouveau à travers la date du 16 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Clément. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jérôme Clément. On a évoqué votre parcours de ministère en ministère et puis la création d'Arte qui a pris 22 ans de votre vie. Et le 16 janvier 2025, vous publiez un livre, La Chine de Mao à Xi Jinping, carnet d'un voyageur engagé aux éditions de l'Archipel. Et là, c'est un livre sur votre vision de la Chine à travers 2 voyages que vous avez effectués à 50 ans de différence. Alors effectivement, je suis allé en Chine pour la première fois en 1974, au moment de la révolution culturelle. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'époque où je commençais à travailler au ministère de la Culture, mais j'avais un ami, Bernard Fèvre-Darcier, qui m'a proposé de partir en Chine. Il y avait peu de voyages en Chine, c'était un voyage... Je commençais juste à travailler, presque d'étudiants. On est parti avec Jeunesse sans frontières, une douzaine de personnes, et on a, comme ça, passé un mois... à la fin de la révolution culturelle, à la période Pilin-Pikong, critique de Lin Piao et de Confucius. Et c'était passionnant. On allait de Pékin à Canton, en passant par l'intérieur et par Shanghai, dans une Chine pauvre, maoïste, dans un conflit violent interne, qui était marqué par la révolution culturelle, dont on ne voyait pas grand-chose. Mais c'est un voyage qui m'a marqué, bien sûr. Et d'ailleurs, Bernard Fèvre-Darcier a été directeur des théâtres et des spectacles au ministère de la Culture et du Festival d'Avignon. Et vous lui dédiez ce livre, qui est décomposé en 2 parties. C'est-à-dire il y a de temps en temps, on a le voyage d'hier et le voyage d'aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de tricoter un peu les 2 voyages, parce que j'ai parlé de 74, mais en 2019... J'ai reçu une lettre de la télévision publique chinoise me disant Monsieur Clément, on voudrait faire un film sur le canal du drapeau rouge, qui a été une grande construction maoïste que vous avez visité en 74, qui est vrai. On aimerait que vous reveniez en Chine et qu'on fasse un film avec vous. Retour d'un occidental, 50 ans après, 45 ans, pour avoir votre regard sur la Chine d'aujourd'hui. Vous avez cru un gag au départ, une blague? Oui, j'ai cru une blague, oui. Oui, parce que je reçois un mail comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin, ça me paraissait bizarre. Donc j'ai pris contact avec mon interlocuteur et je lui ai dit, écoutez, je suis en train de déménager en plus, donc c'était pas facile. Je lui ai dit, venez me voir si vous voulez, venez me voir pendant mes vacances, je serai sur les bords de la Loire, venez me voir. Je me suis dit, si c'est vrai, il viendra, si c'est pipeau, il viendra pas. Et il est venu. Il est venu et vous êtes plongé avec lui dans un dossier que vous aviez conservé de ce premier voyage. Oui, j'ai la fâcheuse manie de conserver les choses dans des cartons et dans des dossiers, et j'avais gardé tout à peu près de mon premier voyage. Et je n'y ai pas touché depuis, donc j'ai ouvert devant lui le carton, un dossier vert, dans lequel il y avait encore évidemment le petit livre rouge, maoïste, et puis des affiches, des tracts, des documents qu'on nous remettait à l'époque, enfin tout ce que j'avais vécu. Alors ça, il était enchanté de revoir tout ça. Il m'a dit, voilà, justement, c'est pour ça que je vous invite à revenir en Chine. On va aller sur les lieux que vous avez vécu il y a 45 ans, et vous allez nous en parler, et surtout du problème de l'eau, puisque c'était le canal du drapeau rouge. Et comment il vous avait repéré? Alors, il m'avait repéré parce qu'un soir, j'avais dîné avec lui à la BNF, dans une soirée Gallimard, je crois, et on était assis l'un à côté de l'autre, et j'avais dû, je me souvenais plus très bien, j'avais dû lui en parler, comme il était chinois, je lui ai dit, je connais votre pays, j'y suis allé, etc. Et je sais pas comment ça se fait, mais enfin, il s'en était souvenu.
Et en plus, bon, sans doute parce que j'étais connu par Arte et tout ça. Et donc, il m'a retrouvé ma trace sans difficulté. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'était très étonnant. Et en même temps, voilà, c'était une vraie proposition, puisque quelques semaines après, je me suis retrouvé à Pékin. Oui. J'ai dit oui. Exactement, vous avez dit oui. Alors qu'au départ, la Chine, bon, avant même de faire ce premier voyage, vous la connaissiez à travers le journal de Spirou, à travers le film de Godard, La Chinoise, et à travers les belles histoires de l'Oncle Paul et le Lotus Bleu. Oui, je connaissais pas bien la Chine. On n'apprend pas beaucoup la Chine dans nos études d'histoire. On apprend le 19e siècle, le dépeçage de la Chine, le sac du palais d'été. Mais l'histoire de la Chine, on la connaissait pas. Donc j'avais une connaissance très superficielle. Et puis quand même par le maoïsme. Et évidemment, puisque en 74, c'est une époque dans laquelle la Chine attirait beaucoup un certain nombre de gauchistes qui trouvaient dans le modèle maoïste un espoir d'introduire le communisme ou le socialisme. Moi, j'étais pas ça, j'étais pas maoïste. Mais en revanche, ça m'intéressait de voir ce qui s'y passait. Et c'est pour ça que j'y suis allé en 74. Et c'est pour ça que je suis retourné en 2019 pour voir ce que c'était devenu. Et donc, le film a été tourné pendant plusieurs semaines à l'automne 2019, juste avant la pandémie. Et ça a été difficile, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que on n'avait pas la même conception de ce qu'on devait faire du film. Mais c'est eux qui tenaient la caméra, c'est pas moi. Qu'au départ, et quand ils vous parlent de la révolution culturelle, ils disent ça n'existe plus, c'est plus d'actualité. Alors, il y a le discours officiel et il y a ce qu'on se dit en privé. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe plus, mais il disait c'est pas le sujet du film. Voilà. Et puis il dit c'est une erreur, c'est à oublier. Il disait oui, c'est pas notre sujet, c'est du passé et sans doute ça a été une erreur. Il me le disait en tout cas en privé que c'était une erreur, mais il me disait que Mao Tse-tung a fait 80% de bien et 20% de mal. Bon, bah, c'est dans les 20%, mais globalement, c'est positif. Mais c'est pas la peine d'en parler, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je disais, mais je peux pas ne pas en parler, puisque moi, quand j'y suis allé en 74, c'était une période intense de critique de Lin Piao et de Confucius et de la révolution culturelle. Donc, on peut pas parler oublier le contexte dans lequel on est, qui est très différent d'aujourd'hui. C'est pas du tout pour en dire du mal, etc., mais il faut raconter ce qui s'est passé, quoi. Ça, c'était très difficile parce qu'il voulait pas que je parle. Il y avait un blocage total. Il y avait un blocage, oui. Il considérait que c'était pas ma façon, c'était pas ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un film sur l'anniversaire du canal du Drapeau Rouge, sur l'eau, montrant aussi leur engagement écologique, puisqu'ils ont signé la COP 21, l'accord de Paris, et voilà. Donc ça les intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, mais je trouvais qu'on pouvait pas évacuer comme ça le contexte historique des deux périodes. Et donc ça a été un sujet permanent de discussion entre nous. Oui, c'est-à-dire que vous avez insisté beaucoup en disant Oui. voilà, je veux 3 points précis, Oui. et puis finalement ils vous ont dit oui, ils en avaient rien à faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les discussions avec les Chinois sont toujours compliquées parce ils disent jamais non. Donc, je savais pas trop ce qui sortirait parce que c'était quand même au montage, comme vous le savez, Oui. que les choses se décident. Et moi, j'étais pas au montage. D'autant plus qu'il y a eu la pandémie et que les contacts ont été pratiquement coupés. Je pouvais plus aller en Chine, ils pouvaient plus venir à Paris. Donc, pendant 2 ans, je savais pas du tout ce qui se passait, quoi. Je savais même pas d'ailleurs si le film existerait. Il y avait eu un tournage, ça c'est sûr. On s'était expliqué, mais après, je savais pas ce qu'il ferait. Donc ça a été une aventure, quoi, cette histoire-là. Et c'est ça que j'ai raconté dans mon livre. Exactement. Et dans ce livre-là, vous racontez aussi, Jérôme Clément, la Chine que vous avez découverte, qui avait rien à voir. Vous avez connu des carrioles en 74 et vous arriviez avec des hôtels qui vous rappellent Strasbourg quand vous étiez sur Arte. Oui, complètement. La Chine a complètement changé. Je veux dire, c'est spectaculaire. Quand je suis rentré de Zhengzhou, je suis rentré à Pékin, j'ai mis 3 heures pour traverser la Chine. On mettait une journée avant. Donc il y a des trains, il y a des autoroutes. Enfin, c'est un pays maintenant, un grand pays développé, moderne. Shanghai que j'avais connu n'avait plus rien à voir, ne serait-ce que dans les constructions, dans les immeubles. Voilà, c'est un grand pays extrêmement développé. C'est incroyable ce qu'ils ont fait en 50 ans. C'est incroyable. Moi, je suis allé à Shanghai pour l'exposition de 2010. Ce qui m'a fasciné, c'est les routes, ou des embouteillages pires que ceux que nous impose Hidalgo, mais des embouteillages toute la journée avec une sorte de périphérique qui est... La longueur, c'est l'équivalent de Paris-Deauville. Oui, c'est ça. Moi, quand je suis allé à Shanghai, j'étais du côté du circulaire numéro 8. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est comme le périphérique à Paris, sauf qu'il y en a 8 ou 10, je sais pas combien, et donc qui sont les uns à côté des autres.
Non, enfin, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir, quoi. Donc c'est fascinant. Je veux dire que la Chine, c'est un pays extrêmement, oui, fascinant, toujours très compliqué à comprendre, mais incroyable à voir. Voilà. Et vous avez connu aussi la censure lorsque dans votre chambre d'hôtel, vous avez essayé de regarder la BBC, Jérôme Clément. Ah oui, ça c'était à Pékin, oui. Oui, oui, parce que je regardais la BBC pour voir ce qui se passait à Hong Kong, et puis d'un seul coup, clac, la télévision s'arrête. Donc je savais pas pourquoi, et j'ai cru que c'était un problème technique. Mais en fait, je me suis renseigné, c'était pas un problème technique, c'est que tout ce qui était sur les événements qui se passent chez eux, en l'occurrence c'était Hong Kong, était censuré, quoi. Donc on pouvait pas le voir. Et donc c'est un pays qui est extrêmement contrôlé. Et notamment sur le plan de l'information, par des moyens radicaux. Évidemment, on interrompt les émissions, on comprend pas pourquoi, puis ça reprend après, mais on en parle d'autre chose. Alors il y a aussi votre hôtel que vous avez vécu dans 74, à votre grande surprise, il était toujours là quand vous êtes revenu. Oui, le Daitsu, c'est un très très bel hôtel des années 20-30, un hôtel de l'architecture du vieux genre Chicago, où j'habitais en 74 et qui est toujours là. Alors évidemment maintenant il est entouré d'immenses immeubles, donc l'environnement a changé, mais l'hôtel est toujours là. Et c'était très émouvant de se retrouver là, parce que moi j'avais connu Shanghai du temps de la révolution culturelle. Il y avait rien sur la rive d'en face. Il y avait le Bund, qui était la grande avenue au bord de l'eau, et puis c'est tout. Alors voilà, revoir tout ça. 45 ans, c'est long quand même, 45 ans. Et donc, ça m'a beaucoup touché, beaucoup intéressé aussi, passionné, et de voir la Chine d'hier et d'aujourd'hui. Et eux, ça les intéressait que je leur en parle. Voilà, d'une façon particulière. Et eux aussi, vous s'intéressaient à Paris. Ils vous ont raconté Paris. Ils connaissaient, bien sûr, De Gaulle, la Commune de Paris et le Cancan. Oui, absolument, oui. Il y a toujours des clichés sur les pays. Alors, ça, c'est toujours intéressant de voir les clichés. Alors, Paris a une image, et la France aussi, d'ailleurs, ont une image très forte. Beaucoup sur la culture, beaucoup sur le French Cancan, effectivement, mais sur beaucoup de choses, quoi. Donc, ils connaissaient très bien. Par exemple, ils me parlaient toujours de Camus, pas beaucoup de Malraux. Ils n'aiment pas trop Malraux, mais enfin, ils me parlaient ils ont leurs images sur Paris, sur la France, et donc on parlait de tout ça. Bon, c'est très passionnant, évidemment. Oui, alors en même temps, le Cancan, ils connaissent tellement le Cancan qu'il y a une adaptation de 1789, la comédie musicale jouée à Paris, qui est en Chine actuellement, et elle se termine par un French Cancan. Ah oui, ça m'étonne pas, ça leur plaît beaucoup. Et il y a beaucoup de touristes, voilà, qui viennent à Paris et qui sont complètement ravis quand ils viennent voir le French Cancan. Alors vous retrouvez-vous interviewé et vous racontez la Chine que vous avez connue et celle d'aujourd'hui avec des caméras, avec des tas de gens autour de vous. C'est des grosses équipes aujourd'hui en Chine. Oui, là, j'étais surpris parce que c'était d'ailleurs un peu pénible, parce qu'il y avait des grosses équipes, il y avait et donc j'étais toujours environné de caméras, de preneurs de son, de techniciens, et il fallait être en permanence sous l'œil des caméras. Alors de temps en temps, j'en avais assez. D'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, fichez-moi un peu la paix de temps en temps. Je peux pas passer mon temps dès que je me gratte le nez à avoir une caméra qui regarde comment je me gratte le nez. Donc c'était ça. Ils ont des gros moyens. Ils voulaient faire un film, ils l'ont fait. Le film a été diffusé à la télévision chinoise. Il semble qu'il ait eu du succès. Il a eu un prix même. Voilà, c'est un film qui raconte l'histoire qu'ils ont voulu raconter. Exactement. L'histoire du canal du drapeau rouge et de l'eau qu'on a transportée d'une province à une autre pour réduire la sécheresse et permettre l'irrigation. Ça a été un symbole du progrès en Chine, ça a été un miracle de la Chine, qui est un symbole de la Chine d'aujourd'hui qui veut aller vers le futur. Absolument, et ils sont très fiers de leur réalisation, ils ont raison d'ailleurs, il y a de quoi être fier. Mais voilà, donc ils aiment bien qu'on parle évidemment de leur succès, de leur réalisation, qui sont immenses. Ils n'aiment pas qu'on parle du reste. Oui, d'ailleurs, quand vous avez vu le film, vous avez dit, je peux même plus. C'est 8 jours avant la diffusion, il n'était pas question de faire quoi que ce soit. Ah non, parce qu'ils m'ont laissé 8 jours pour faire mes observations. Mais j'étais à Paris, j'étais à Pékin, c'était impossible, quoi. Donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit, j'y arriverai pas.
De toute façon, c'était trop tard, donc il y avait rien à faire. En plus, en pleine pandémie, vous vous rendez compte. Donc, il y a un moment, j'ai laissé tomber. Et vous racontez dans ce livre, Jérôme Clément, qu'il y a eu une rediffusion et il y a eu 1 milliard de spectateurs. Oui, alors je sais pas exactement combien il y en a eu, mais on compte en centaines de millions, quoi. Forcément, parce que ces films, dans un pays d'1,4 milliard, dans lequel la télévision publique est dominante, forcément, il y a énormément de spectateurs. Et donc, ça fait rêver. Oui. En tout cas, ce qui fait rêver, c'est tout ce que vous racontez dans ce livre avec la Chine d'hier et celle d'aujourd'hui, qui permettra à celles et ceux qui le liront, et ils seront nombreux, de découvrir le pays tel qu'il est aujourd'hui et par la voix de quelqu'un qui a vécu. Et c'est le point de départ d'autre chose, parce que vous allez continuer à travailler, Jérôme Clément. Bien sûr, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Sur la Chine, je sais pas, parce qu'il faudrait que j'y retourne, il faudrait que j'ai d'autres occasions, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent, et croyez-en bien, j'ai pas l'intention de stopper tout ça. Ben on y compte et vous reviendrez en parler dans les Clés d'une vie quand vous voulez. Merci, c'est gentil. Le livre La Chine est aux éditions L'Archipel. Merci Jérôme Clément et à bientôt. À bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.